Hello Queens et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une nouvelle invitée qui n'est autre que la merveilleuse Amina. Bonjour Amina. Hello Safia. Ça va ? Ça va et toi ? Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Ouais, moi aussi je suis contente d'être là. Trop bien. Si jamais vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas, elle est disponible sur YouTube. Franchement, je suis trop contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'invité, donc depuis, si vous suivez un petit peu Queen's Talking, ça fait je crois depuis 2024 ou alors fin 2023, enfin je sais plus. Mais en tout cas là j'ai décidé d'avoir une invitée au moins une fois par mois et c'est avec grand honneur que cette introduction se fait avec Amina. Donc Amina que j'ai rencontrée, on s'est rencontrés pendant un vernissage. Ouais, on parlait déjà sur Instagram je crois. Ouais. Et on s'est rencontrés lors d'un vernissage enfin. Ouais. D'une amie en commun. C'est ça. Voilà. D'un ami en commun. C'était le vernissage... Oui, ouais, c'était le vernissage d'Augustin, mais ouais. On avait Amel en commun. Amel qui avait déjà parlé de toi. Oui. Amel, en plus, qui était déjà venue dans le premier épisode de Queen's Talking. Elle était venue avec Allegria Blue. C'était mes premières interviews. Et effectivement, on s'est rencontrés grâce à Amel. Et du coup, lors d'un vernissage, on avait bien papoté. On avait grave accroché. Et je découvrais vraiment, en fait, ton travail aussi pour la première fois. Ouais. Puisque j'avais un petit peu entrevu, mais pas vraiment vu. Et au fur et à mesure qu'on discutait aussi, j'ai pu mieux comprendre un peu ta vision des choses, un peu ta démarche. Et voilà, on est restés en contact. Ouais, c'est ça. Pour l'anecdote, rappelle-toi, on avait même sorti l'ordinateur au milieu du vernissage. Mais oui. Pour s'échanger les bons plans et les opportunités, etc. On avait fait une belle rencontre ce jour-là. Ouais, vraiment, fallait nous voir. cool. On était les deux dans le coin avec l'ordi ouvert en train de bosser. C'était assez marrant. Non mais c'est clair, les meufs pendant un vernissage, elles débarquent, elles ouvrent un ordinateur, elles se posent en plein milieu, que c'est pas notre soirée, c'est pas notre vernissage. C'est quelqu'un qu'on connaissait, ça va. Mais les meufs, elles s'installent et tout. Il y a eu vraiment bon feeling. Ouais. Et on avait, c'est vrai, on avait papoté, on s'était échangé des bons plans et tout. Et j'étais en train de monter mon site internet. Ouais, c'est ça. Et je voulais te montrer du coup l'avancée du site. C'était ça, hein, notre première rencontre. Après, on s'était revus et tout. Et pourquoi ? En fait, moi, ce que j'aime bien aussi dans ton travail, c'est qu'il y a un aspect très esthétique que j'adore vraiment beaucoup. Et justement, j'aimerais vraiment que tu nous en parles parce que le but aussi, c'est que tu nous partages ton expérience en tant qu'artiste, que tu nous parles de ton processus créatif, enfin plein de choses, tu vois. Mais en tout cas, là, pour décrire aux personnes qui nous écoutent, par exemple, et même celles qui nous regardent, qu'est-ce que tu fais réellement ? Quelle est ta démarche ? Et puis, bien évidemment, je mettrai les liens tes réseaux sociaux. Ouais. Mais là, comme ça, pour les personnes qui te découvrent pour la première fois, comment tu décrirais ton travail ? Alors, je vais faire mon petit pitch d'artiste qui a bien bossé sa démarche artistique. Je m'appelle Mina, je suis artiste graveuse, donc je suis d'origine franco-algérienne, donc je suis née en France de parents d'origine algérienne. Et en fait, c'est vraiment cette double culture-là qui m'a nourrie. En fait, c'est ces questionnements et à la fois cette richesse qui m'ont un peu poussée à m'interroger sur ma place dans le monde, entre ces deux rives-là, entre le ici, le là-bas, le pas vraiment d'ici, pas vraiment de là-bas, et à me positionner en fait entre les deux dans la Méditerranée. Donc la Méditerranée, elle joue vraiment un rôle central dans ma pratique artistique. Pour la faire courte, en gros, c'est ma petite présentation. Donc Safia m'appelle Amina, Amina c'est mon prénom et Mina c'est mon nom d'artiste en fait. Je le tiens de mon arrière-grand-mère et c'était hyper important justement dans ce travail-là artistique de retour aux sources, de prendre comme nom d'artiste le nom de mon arrière-grand-mère. Voilà. C'est vrai. Et qui est d'ailleurs très très beau. Magnifique. J'aime trop. Magnifique. J'adore son prénom. Ça veut dire quoi ? Alors Amina ça veut dire digne de confiance en arabe et du coup juste Mina peut-être ça veut juste dire digne. Mais ouais voilà, donc mon arrière-grand-mère qui était algérienne et qui a donné naissance à une lignée de femmes hyper impressionnante. On adore. Et c'était évident pour moi de prendre juste ce nom là d'artiste, donc c'est juste Mina ou Mina Workshop sur les réseaux sociaux. Comme je t'en avais déjà parlé, mais c'était un peu cette volonté aussi de se défaire du nom du père et aussi de l'époux pour vraiment garder quelque chose qui n'appartient qu'à soi, puisque sa pratique artistique elle est vachement liée à qui on est en fait et à l'expérience qu'on fait de la vie et aux témoignages plastiques qu'on a envie de laisser quoi. Et c'était ça en plus notre première conversation aussi, c'était le nom en tant qu'artiste on choisit toujours soit notre nom, soit on met le nom et le prénom, soit on choisit autre chose, comme moi à l'époque c'était Tilly Tart et on avait vraiment cette conversation de se dire mais pourquoi tu gardes pas ton nom de famille, pourquoi tu laisses que ton prénom, pourquoi tu préfères un diminutif plutôt que de mettre le nom de famille. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment cette question d'appropriation, j'ai l'impression, de son propre nom, de son prénom déjà, pour commencer, et
de ne pas s'approprier limite son nom de famille, Ouais, on l'avait dit, puisque par ce nom de choix. famille, Ouais. voilà, c'était par choix, parce que le nom de famille, c'est donné par le père. Et donc par la jante masculine, enfin bref, il y a toute une démarche Ouais. derrière. Et toi, justement, tu m'avais dit un truc super intéressant là-dessus, non? Bah justement, on en parlait parce que tu étais en train de chercher comment nommer ton Instagram, puisque Ouais. t'as décidé, toi, de laisser place au pseudo pour vraiment incarner qui t'étais, Safia. Mm. Et je te disais, alors le nom de famille, t'y penses ou pas? Et tu me disais non, et je te disais, bah je comprends parce que j'ai un nom de famille d'origine algérienne, à rallonge, il fait, je crois, entre 12 et 15 lettres. Et c'est vrai que justement, on est habitué à voir des artistes quand ils ont leur nom et leur nom de famille, leur prénom et leur nom de famille. Tu sais, ça fait presque royauté. Ouais. Et alors que moi, ça sonnait très exotique. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui arrivaient même pas à prononcer mon nom de famille, en fait. C'est chiant. C'est 15 longues lettres, ils Ouais. avaient du mal. Et C'est justement, gênant. ouais, c'était gênant. Et j'avais pas envie que ce soit un frein. Mm. Et oui, comme je l'ai dit, j'avais envie de me défaire du nom du père. Et pas forcément non plus mettre le nom de l'époux parce qu'il est arrivé plus tardivement dans ma vie. Et vraiment, c'était une évidence que de garder juste Mina, cette femme que j'ai jamais connue, puisqu'elle est décédée avant ma naissance, mais qui avait vraiment donné naissance à tant de femmes fortes. Ouais. Et je me suis dit, finalement, c'est elle que j'ai envie d'incarner, ou en tout cas, c'est son souvenir, en étant juste Mina, en fait. Pas de nom de famille, juste quelque chose qui m'est propre, Ouais. qui m'est propre à moi, quoi, en tant que femme. Donc ouais, c'était vraiment cette volonté-là. Mais après, sur les réseaux sociaux, je suis pas encore assez connue pour juste mettre Mina avec 4 lettres. Donc le workshop, c'était l'atelier, l'idée d'un peu de plonger dans l'univers. C'est ça que j'aime bien. Comme toi, Safia Studio, c'est cette idée de... Les réseaux sociaux, c'est une fenêtre sur un peu notre atelier, sur notre univers au plus global. C'est ça. Puis ça donne une idée aussi de ta pratique, tu vois. Genre, si t'avais été coach, t'aurais peut-être mis Mina Coach, Mina Coaching. Ça permet d'identifier. Tu vois, mais c'est ça, en fait, ça permet aussi d'identifier sur les réseaux sociaux le domaine dans lequel t'es, tu vois. Donc, d'un côté... Mais du coup, pour en revenir à ton prénom, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, pourquoi aussi ne pas avoir gardé juste Amina, toi en tant qu'entité, individu, tu vois, toi en tant que personne? Pourquoi avoir pris Mina, même si je sais qu'il y a la symbolique hyper... queen derrière, de la femme hyper forte et de toute la lignée qu'elle a donnée ta grand-mère et paix à son âme. Mais pourquoi du coup pas avoir choisi aussi Amina qui est juste toi finalement? Parce que je pense qu'il y avait une volonté de dissocier un petit peu. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, on doit quand même se construire un persona. Ouais. Donc un persona, c'est un petit peu... Alors c'est pas tout à fait un personnage, mais c'est une identité... ça reste nous, mais c'est ce qu'on choisit de donner au monde. C'est-à-dire que je partage avec volontiers cette histoire de double culture, ces questionnements, mais par exemple, je vais pas raconter des choses trop intimes. En fait, c'est vraiment choisir qu'est-ce qu'on donne au public ou à travers quelle nos part œuvres, de etc. nous montrer. Exactement. Et du coup, je trouvais que le fait d'être juste Mina, ça dissocie un petit peu. C'est-à-dire que l'intimité, c'est Amina, avec ses forces, ses faiblesses, ses questionnements de vie, des choses aussi des fois qui n'ont pas de lien forcément avec ma pratique artistique. Et Mina, c'est celle que j'incarne, c'est cette partie de moi que j'ai envie de donner au monde et c'est cette partie de moi que j'ai envie de partager. C'est hyper important de dissocier un petit peu parce que ça permet de ne pas prendre les critiques trop personnellement. Aussi, d'avoir du recul. Exactement, parce que quand on est artiste, on devient un personnage public, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit lors d'expositions. Étant donné que l'art, c'est vraiment inhérent à qui on est, à l'expérience qu'on a fait de la vie, on peut très vite prendre les critiques personnellement et du coup, c'est très important de dissocier, de savoir que c'est ce qu'on a cherché à exprimer à travers l'œuvre et que ça ne représente qu'une partie de ce qu'on veut donner. Ça ne vient pas remettre en cause qui on est profondément. Et je pense que c'est important dès le début de dissocier un petit peu ça pour justement... et pas finir en déprime. Et de pas être touché personnellement là-dedans finalement. Et moi j'adore parce que j'ai l'impression qu'on est un peu double identité, tu vois. Ça. Quand t'as ton prénom et t'as ton nom d'artiste, il y a vraiment un truc identitaire qui se place, tu vois, genre comme si on pouvait jouer double rôle. C'est vraiment genre ça. Être le jour une personne. C'est un alter ego. Ouais, c'est ça. Et le soir une autre personne, tu vois, genre ton côté artiste vraiment qui parle. Et puis comme tu dis, ta personnalité, ta vie privée, des choses dont t'as pas envie forcément de parler. Et puis il y a une prise de confiance qui est différente, je pense, quand c'est ton alter ego du coup qui prend le dessus, tu vois, qui s'exprime. Donc je trouve ça hyper intéressant en fait dans la démarche artistique aussi, tu vois. Justement dans cette idée aussi de partage au public, j'anime des ateliers et tu vois quand j'anime des ateliers, on présente, on introduit, etc. Et du coup les gens se retrouvent à m'applaudir. Ce serait hyper gênant qu'ils applaudissent à Mina, tu vois. Du coup, pour avoir cette confiance, je me dis ils applaudissent Mina, ils applaudissent ce que j'incarne, c'est-à-dire une artiste qui a une cote, qui en gros a une réputation, on va dire. C'est cet artiste-là, c'est ce prestige-là qu'ils applaudissent, tu vois. C'est pas la Mina qui des fois a pas confiance en elle, tu vois. Et du pourtant... coup ça permet de dissocier.
ouais. Et du coup, d'accepter aussi de recevoir ça, tu vois. Bien sûr. Et d'accepter d'incarner, en fait, d'avoir un peu cette aura d'enseigner, d'animer. Tu vois, ça permet aussi de se donner la confiance. Moi, je suis quelqu'un qui est très partisane de l'auto-persuasion. Et justement, quand je me mets un peu dans la peau de Mina, c'est une version de moi, mais une version de moi un peu boostée, quoi. Faut pas oublier que c'est un travail aussi, tu vois. Donc, t'incarnes vraiment un personnage, je pense, comme un chanteur pourrait le faire. Comme mais c'est ça. T'interprètes. Un acteur, tout. Hein. Tout, n'importe quel domaine artistique, tu finis par interpréter un peu qui t'es. Et comme je l'ai dit, ça protège aussi une partie de sa vie privée, quand même. C'est vrai. Finalement, quand tu prends des éloges, c'est aussi toi, hein. C'est aussi Amina. Hein. C'est peut-être juste la partie Amina qui l'assume pas, c'est plutôt le côté Mina qui l'assume. C'est le côté Mina qui l'assume. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai pas non plus drastiquement changé de nom, tu vois. C'est vraiment une partie de moi. Ouais. Mais une partie de moi que je vais nourrir de choses différentes et où je vais laisser aussi les gens me nourrir, tu vois. Tandis que là où c'est perso, des fois on essaie de pas trop prendre c'est différent et puis on veut pas laisser tout le monde entrer dans notre vie personnelle aussi, tu vois. Il y a une forme de protection là-dedans. Exactement, et c'est ça que j'adore. Et puis c'est un hommage aussi à cette arrière-grand-mère parce que voilà, j'en ai entendu tellement d'elle. Et puis c'est mon arrière-grand-mère qui a élevé ma mère, c'est pas ma grand-mère. C'est hyper intéressant de voir à quel point on a un lien qui est proche, même si je la connais pas du tout. Même si je la connais pas, Exactement, je trouve ça génial et je me dis, est-ce que si elle me regardait, elle serait fière de moi? Et du coup, bien sûr. Et du coup, j'adore. Je trouve que c'est cette histoire de femme forte, surtout que c'était du coup une femme algérienne dans un temps qui était pas évident. Et je trouve ça hyper important de revenir à ses racines, à son origine. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment central dans ma pratique. C'est vraiment. Justement, je voulais un petit peu. La citation qu'on connaît, c'est que on peut pas savoir où on va si on sait pas d'où l'on vient. Exact. Et pour moi, c'est hyper important, d'autant plus quand on a une double culture ou quand on a été jeune, ça pouvait être pointé du doigt, ou ça pouvait être difficile, voilà, tous ces questionnements de se dire, mais attends, est-ce que je suis de là-bas? Là-bas, on t'appelait l'immigré, ici on dit que t'es pas vraiment française. C'est vrai, il y a tout un raisonnement identitaire. Mais c'est marrant parce que moi aussi, ça faisait un peu partie de ma démarche en 2024, où c'était vraiment toute cette... Mais c'est vraiment cette appropriation. Réappropriation de ça, de son identité. Et finalement, c'est aussi aller creuser vers son héritage culturel, et d'aller creuser vers son histoire personnelle, pour se dire, mais oui, alors j'appartiens aux deux finalement, j'appartiens entre guillemets à deux territoires, tu vois. Il y a mes origines qui sont algériennes, tu vois, et il y a ma culture ici française. Et finalement, t'as la double culture aussi. Exactement. Parce que t'as l'influence de la culture arabe algérienne et t'as l'influence de la culture française. Et à un moment donné, je pense que toute personne qui a la double culture comme ça, tu sais, il y a une espèce de schizophrénie de se dire, mais j'appartiens à qui? Je suis qui? D'où je viens? Pourquoi je suis là? Et effectivement, tu sais, quand tu vas au bled, on te fait remarquer que t'es l'émigré. On t'appelle comme ça, Zmigria. Et quand tu es en France, même si on te le fait pas remarquer dans ton quotidien, t'es malgré tout, on va dire... Pas vraiment française, quand on te demande de quelle... d'où t'es, et que tu dis, t'es française. Ah oui, mais bon, tes origines... Tu dis, mais si, je suis née en France. On m'a même dit une fois, t'es arrivée en France à quel âge pour tes études? Je dis, mais je suis née ici. Hein. Ouais, mais c'est dingue. Il y a vraiment ce questionnement, mais après tout, je me dis, c'est pas grave, c'est assez normal, c'est assez légitime. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on se demande un peu où est notre place. Et il y a une private joke où on se dit, notre place, elle est entre les deux, genre dans l'avion. Ou c'est un peu le territoire, ou dans la mer. Moi, j'ai choisi que ce serait la Méditerranée. Ouais. Parce qu'au-delà d'être une frontière, et ce que toute la Méditerranée représente pour les migrants, je trouve que c'est un véritable pont et vraiment un espace de connexion, parce qu'en fait, la Méditerranée, c'est une région du monde où, au-delà de la France et l'Algérie, tous les pays du littoral partagent vraiment une culture en commun, que ce soit dans la musique, la nourriture, l'architecture. Enfin, on a tous passé des vacances, je pense, soit dans le sud de la France, en Espagne, au Portugal, en Grèce, peu importe. Et en fait, le bleu et tout ce régime méditerranéen et toute cette ambiance méditerranéenne, c'est quelque chose qu'on partage de très fort, et moi c'est dans ça que j'ai choisi de m'implanter, quoi. Et justement, on le voit un petit peu dans tes créations, on retrouve souvent ce bleu que j'adore, c'est le bleu un peu outre-mer. C'est ça. On le retrouve totalement dans tes créations, on retrouve aussi de l'architecture. Est-ce que tu peux un peu aussi parler de tout ça, de l'influence qu'a vraiment la Méditerranée dans ta création? J'ai envie de te dire, mon influence, elle est omniprésente. Des fois, on me demande, est-ce que vous faites que des choses en bleu? Je dis, ah oui, pour l'instant, mais est-ce que ce pour l'instant, il va durer 5 ans, 10 ans ou infiniment? En fait, c'est que pour moi, c'était vraiment le fil conducteur. C'était vraiment une façon de pas prendre parti, parce que finalement, j'ai pas envie de prendre parti, j'ai pas envie de devoir choisir entre ces doubles cultures-là, parce que j'estime que c'est une grande richesse, et que justement, je l'ai converti en richesse. Parce que ça fait 2 langues, ça fait 2 pays, ça fait 2 familles, ça fait plein de choses, et encore... Ça fait bonus.
c'est génial. Je vais aller encore plus loin parce qu'en Algérie, il y a même différentes cultures qui s'entremêlent. Moi, je suis d'Alger, donc la culture vraiment algéroise, et puis il y a aussi la culture amazigh, parce que j'ai des origines amazigh. Il y a plein de choses qui viennent en fait se mélanger et qui viennent nourrir. Et finalement, c'est d'une richesse incroyable. Donc vraiment, mon travail artistique, il vient chercher cet ancrage, en fait, comprendre d'où je viens pour vraiment m'ancrer dans qui je suis. Et donc oui, effectivement, comme tu le disais, l'architecture m'inspire, les paysages, les symboles. En ce moment, je travaille beaucoup autour des symboles amazirs, des formes, de leur signification. Et le fil conducteur, c'est toujours le bleu. Et la gravure, puisque je suis artiste graveuse, donc vraiment mon médium, moi, c'est l'estampe. Donc l'empreinte, finalement. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est le principe de graver une matrice, de venir graver donc cette matrice-là et de venir l'ancrer et l'imprimer. Et ensuite, on peut imprimer du coup plusieurs tirages de cette matrice-là. Chacun sera différent avec des petits détails, des petites subtilités. Et ça, j'aime beaucoup aussi cette technique-là parce qu'elle permet de toucher plus de monde. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, la matrice, je la vois un peu comme une mère qui va donner naissance à des enfants, ces petits bébés estampes. Pareil, j'ai vraiment quelque chose avec la maternité, la lignée des femmes. Enfin, voilà, la matrice comme on la connaît, quoi. Ouais, j'adore. Tu veux un peu reproduire certaines choses et peut-être aussi laisser un héritage, une empreinte. Une empreinte, un héritage. Mais c'est ça, hein. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la démarche artistique de beaucoup d'artistes un peu double culture, tu vois. On a vraiment cette envie de toujours laisser une trace. Tu sais, un peu comme si on nous entendait pas suffisamment et que pour nous, notre manière de vraiment nous exprimer, de nous faire entendre et d'être présent, en tout cas de perdurer dans le temps et dans l'histoire, c'est vraiment de vouloir laisser une empreinte. Oui, tu bah vois. oui, mais en fait, on le voit beaucoup maintenant dans la musique, on le voit dans tout type d'art. C'est qu'en fait, c'est vrai que cette double culture-là, pendant longtemps, on nous a fait comprendre que c'était un frein. C'est ça. Que c'était source de discrimination, que ça allait être plus difficile pour trouver un travail, plein de choses. Hein. Et même les identités au sens large. Moi qui viens de banlieue, pareil, ça aussi c'était une étiquette, le fait d'être une femme. Enfin bref, toutes ces identités-là. Et je pense que maintenant, on se les est réappropriées, comme je disais, et on a envie de les revendiquer. C'est ça. Au-delà de juste dire, ok, on est là, on existe, on nous accepte. Non, en fait, on veut prendre notre place. On veut prendre la place qui nous revient. On va être là à 100%. Parce que c'est vraiment une richesse, en fait, pour les deux côtés de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'en étant ici, on enrichit la France, et en étant là-bas, on enrichit aussi le pays d'origine. Et je trouve que justement, c'est génial, en fait. Et quand on échange comme ça avec d'autres artistes, et puis c'est apporter une façon authentique à notre travail artistique, en fait. Quand on est artiste, déjà, il y a de la place pour tout le monde, parce que être artiste, c'est être soi. Donc en fait, dans sa démarche artistique, être fidèle à soi-même, c'est la meilleure façon de briller, j'ai envie de dire, parce que ce discours-là, il n'appartient qu'à nous. Parce qu'en plus, moi, je vais le raconter d'une façon, mais toi, tu vas le raconter d'une autre. Un chanteur va le raconter d'une autre, en fait. Parce que chacun aussi a son histoire et son parcours. Exactement, son parcours. Et je pense que vraiment venir se réconcilier avec cette part-là de soi, c'est ce qui, je pense, va nous faire briller, en tout cas dans nos différents domaines de champ d'application. Totalement. Et du coup, toi, vraiment, la double culture, ou en tout cas l'héritage culturel, ton histoire, t'a toujours inspiré dans ton travail, ou comment t'es venue à ça? Comment ça s'est fait? Alors, à la base, moi, je suis de formation d'architecte, donc j'aspirais à un métier il y a quand même une... fonctionnel. Oui, il y a toujours, depuis tout jeune. Il y a toujours un truc un peu artistique, ma mère dit que j'ai tenu un crayon avant de savoir marcher. Donc il y a toujours eu un truc. Et elle a toujours stimulé, c'est drôle parce que souvent quand on est artiste, les gens disent que c'est inné. Moi, c'est pas inné, hein. Ma mère, elle a stimulé, elle a investi en moi, elle m'a acheté tous les... aussi, attends, franchement. Elle a stimulé ça en moi. Il y en a, c'est inné. Il y en a vraiment, ils naissent, ils savent dessiner, tu vois, ou alors ils arrivent à recopier des choses et puis ils le font comme ça. Puis il y en a d'autres, ça stimule, ça se travaille. Ma mère, elle a investi sur moi. Je dis ça en rigolant, mais elle m'a acheté tout ce qui était possible. C'est trop mignon. J'ai fait tout ce qui était possible. Je suis crochetée, j'ai brodé, j'ai fait tout ce qui était possible. Et du coup, au lycée, je me suis orientée vers un bac de design et d'art appliqué avant de choisir l'architecture parce que c'était quelque chose de global et parce qu'encore une fois, on me faisait comprendre que, voilà, avec mes origines, il allait me falloir un bagage solide. Un bagage solide, c'est des études. Hein. Mais je pense que tu sais, c'est vraiment... les enfants d'immigrés connaissent ça. C'est ça, la priorité. Se battre plus ou doublement que les autres du coup qui sont nés ici ou qui ne sont pas d'origine en fait. Donc voilà, je me suis vraiment penchée dans mes études et après l'archi, donc c'est tout récent, pendant l'archi, j'ai fait un Erasmus en Espagne, donc c'est quand tu vas étudier à l'étranger. Et j'ai atterri à Polytechnique à Valence en Espagne et c'est là-bas où j'ai pris un cours aux Beaux-Arts comme ça par hasard pour le kiff en plus de l'archi et donc j'ai appris la gravure aux côtés d'une prof qui m'a vraiment tout transmis. Faut savoir que la gravure c'est quand même à mi-chemin entre l'art et l'artisanat dans le sens où il y a un véritable savoir-faire et cette prof-là, elle nous a tout donné et quand je suis rentrée en France, je me suis dit non mais attends, il faut que je fasse quelque chose de tout ça. On avait fait des expos et tout. Je me suis dit faut que je fasse quelque chose de tout ça et en fait
La première chose, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée dans cette classe-là, ils connaissaient pas l'Algérie. Ah bon Les élèves connaissaient le Maroc, les Ok. Espagnols connaissaient le Maroc, mais Pourtant, ils il y a connaissaient pas aussi tant l'Algérie. il y a une histoire avec l'Espagne et l'Algérie. Bah écoute, pas tant que ça. Je vais leur dire, l'Algérie c'est le pays à côté du Maroc. Donc ils visualisaient le Maroc, Ah ouais mais pas tant l'Algérie, ouais. Et je me suis dit, tu sais quoi, ce serait cool que pendant les œuvres que je réalise, je leur fasse découvrir mon Algérie. En Ok. plus, on était plein Covid, ça faisait 3 ans que j'y étais pas allée du coup. Hmm. Et je me suis mise à graver. Je me souviens, mon papa était en Algérie, je lui ai demandé de m'envoyer des photos d'endroits qui avaient de l'importance pour moi. Et je m'étais mise à graver voilà, des endroits d'Algérie pour leur montrer, leur C'est faire des paysages découvrir. C'était des paysages. La première gravure que j'ai faite, c'était des pélicans. En fait, sur, Ah, ok. Trop mignon. quand on arrive, quand on descend de l'avion et tout, et qu'on arrivait dans la wilaya où j'habitais, Mhm. la première chose qu'on voyait, c'était une place avec des pélicans. Mais j'adore. Blerj. Mais c'était des vrais pélicans, c'était pas Non, des non, statues. Hein. c'était une sculpture. Ouais, c'est ce que je me C'était une disais sculpture. aussi. Mais parce qu'en fait, justement, on avait beaucoup de Ça pélicans me dans la paraissait ville. bizarre. Ils m'accueillaient comme ça tous les étés. Non, ça paraissait bizarre que t'arrives à l'aéroport en Algérie, que tu trouves des pélicans qui t'attendent. Direct, tu m'attends. C'est rare, Un c'est souvent des comité. statues. Non, non, c'était. En fait, dans cette wilaya-là, on a beaucoup de pélicans, justement. Et donc, à l'entrée de la ville, t'avais une place avec ces 3-4 pélicans. Et pour moi, depuis des années, c'était le symbole de OK, tu viens d'arriver en Algérie. Ouais. Genre, OK, ça y est, tu rentres dans la ville. C'était un peu ma porte d'entrée. Et donc, c'était la première chose que j'avais envie de graver, genre en mode retour à la maison, quoi. C'est trop mignon. Et j'avais dit à mon père d'aller sur la place et de me faire des photos. C'était hilarant. Il était super investi. J'imagine ton daron qui Ouais, a investi, grave. qui va à l'aéroport prendre des photos des pélicans. Et du coup, après, ça a continué. J'ai passé beaucoup de temps à Tipaza et j'ai voulu leur montrer ce que c'était que les ruines Magnifique, romaines de Tipaza. Tipaza. Qui Magnifique. sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Et donc, Ouais. j'avais fait mon projet de fin d'études sur ça en parallèle de l'archi. Génial. Et donc, je leur ai fait découvrir ça, la Casbah, etc. Et... Mais ils ont dû halluciner. Et puis ils ont trouvé ça super beau. Ils ont trouvé ça super super beau. Après j'ai exposé ces œuvres-là donc en Espagne à Valence. Et puis ensuite on avait des partenariats. Donc j'avais exposé aux États-Unis et au Soudan ces œuvres-là. Ok. Et comme je t'ai dit, je reviens en France. Chargée de ce bagage-là, je me dis non, faut que j'en fasse quelque chose. Ouais. Et je me mets en fait à illustrer un peu tous mes voyages autour de la Méditerranée que j'avais fait cette année-là. Parce que c'était que là où je pouvais voyager vu qu'on était en plein Covid. Faut savoir que l'Espagne a géré très différemment de la France, donc moi j'ai voyagé à souhait. Ouais, moi aussi, tu sais que j'y étais pendant Bah le Covid. Hein. J'étais en Espagne en train de me balader. Ouais, on était plutôt très que la France, tranquille. quoi. Pendant que la France était confinée. Voilà. Mais franchement, la grande joie. C'était génial. Et donc Ouais. voilà, donc j'ai gravé tout autour de la Méditerranée. Au début, là, c'était une période très figurative. Et là, maintenant, je reviens à quelque chose d'un peu plus conceptuel Ouais. et plus abstrait. Tes travaux Voilà. Là, sont en ce vraiment moment, différents. ouais, c'est plus orienté sur, d'une part, la mer, ce qu'elle représente en termes de liberté, d'expression, etc. Et plus aussi une série, justement, sur ses origines amazighes dont je te parlais, qui me viennent de mon arrière-grand-mère Mina. Et d'ailleurs, il y avait un truc hyper intéressant. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu tenais un petit carnet. T'as Ouais. toujours ton petit carnet sur toi. Toujours. Et dans ton carnet, t'avais plein de mots en amazigh que tu essayais de comprendre, de traduire. Ouais. Et donc je me souviens, tu sais, j'avais trouvé Tileli qui voulait dire Ouais, liberté. qui voulait dire liberté. Et ça ressemblait pas mal à Tililart. À Tilitart, ouais. Tilitart. Et tu me disais, tu devrais garder peut-être juste Tililé, ça Ouais. fait liberté et tout. En tout cas, ça faisait un bel accord avec ma démarche à ce moment-là. Mais en tout cas, ouais, c'était franchement, j'avais trouvé ça impressionnant. En tout cas, t'as vraiment ce truc de recherche, presque un peu comme un archéologue. Tu sais, Ouais. tu vas creuser, tu vas fouiner, tu vas essayer de comprendre. Mais à la fois, c'est ce qui va nourrir ta créativité et ta Mais démarche. je pense que je le tiens vraiment c'est un mécanisme que je tiens, je pense, des études sup ou des études en général. Ouais. Ce truc d'aller jusqu'au bout du sujet que tu élabores. Et là où c'était assez difficile, c'est que néanmoins la culture amazigh, donc pour ceux qui connaîtraient pas, les Amazirs, c'est le peuple natif d'Afrique du Nord, donc ceux qu'on appelle plus communément berbères, mais c'est pas Ou un les terme Kabyles. ou les Kabyles, c'est pas un terme berbère qu'on utilise trop parce qu'il a des connotations liées aux colons, etc. Donc on utilise le mot Amazir qui englobe en fait tous les peuples natifs d'Afrique du Nord et qui veut dire homme libre en Amazir, leur langue. Et ensuite en fait vous avez des régions et donc des peuples spécifiques, notamment les Kabyles en Algérie, la petite et la grande Kabylie. Et en fait dans cette culture-là, la transmission est très orale. Ouais. Et donc comme je l'ai dit, moi ça me vient de mon arrière-grand-mère et ensuite ça s'est arrêté là. Donc je n'ai pas en fait de traces si tu veux directes. Ouais, Donc bien sûr. je dois un peu fouiner, chercher. Donc ça passe par des discussions avec ma mère, avec ma grand-mère, ça passe par des recherches sur internet. Alors petit à petit justement, il y a des gens comme moi qui ont envie de se réapproprier et qui commencent à écrire des livres. Je pense à Tazouri notamment, il commence à écrire des bouquins sur les symboles, sur le langage, etc. Et donc oui, je note tout ça dans mon petit carnet et ensuite je laisse ça un peu mûrir avec d'autres concepts. Ouais. Mais tu sais que c'est même un peu j'ai l'impression un peu dans toutes les familles, en tout cas pour les familles algériennes, j'ai l'impression que ça se transmet beaucoup par les histoires et les anecdotes Exactement. de famille.
C'est une Tu grande sais, transmission orale, ouais. ouais, c'est ça, c'est beaucoup, genre on parle, on raconte, et on privilégie beaucoup ces moments d'assises en famille où on va parler un peu, de, par exemple, très simplement de la colonisation française, on va parler de la guerre d'Algérie. En fait, c'est comme des choses qui ont vraiment transcendé le pays, qui l'ont bouleversé à plein de niveaux. Et puis, ça a bouleversé toutes les générations, même nous, en fait, actuellement, puisque on nous transmet ça par l'oral. Et je trouve aussi qu'on transmet les émotions. Ouais. À travers l'oral, tu vois. Et on te dit, ton grand-père, il a fait ça. C'est ce que j'allais te Et puis, dire. il a été capturé là. Ouais, et il s'est passé torturé. là. Il a été torturé. Et les grands-mères, moi, il m'a raconté des trucs. Ma grand-mère qui avait caché des armes dans sa robe et tout. Dans le hayek, j'en Ouais. parle, j'ai une œuvre qui est liée à ça et je raconte cette waouh. histoire. Ouais, c'est incroyable. Hein. Non, mais c'est ouf, en fait, ce qu'ils ont vécu et la manière dont ils le transmettent aux nouvelles générations. En fait, c'est normal que nous-mêmes, on est là, on nous dit qu'on est un peuple fier, mais on est Mais fier. en même temps, il y a de quoi. Il y a vraiment de mais quoi, c'est tu marrant vois. parce que je sais pas si t'as remarqué, mais cette transmission, elle est surtout féminine. Ah ouais, elle est beaucoup plus féminine. Les ouais. grands-pères, ils ont. Quoique, moi, chez moi, je t'avoue que j'ai quand même ouais, j'ai quand même mon grand-père. Alors, c'était plus mon père que mon grand-père. Mon père qui faisait l'éloge du coup du parcours de mon grand-père, mais c'était pas mon grand-père qui racontait. Mais c'est vrai que c'est plutôt féminin. Par contre, les grand-mères, ça y va. C'est plutôt féminin parce que c'est vrai que les pères et les grands-pères, des fois, ils gardent un peu des choses secrètes parce que c'est pas facile. Ouais. Mais puis il y a ce truc de pudeur. Ouais, ce truc de pudeur aussi. Mais par contre, moi, c'est très féminin. En tout cas, c'est surtout les femmes qui nous racontaient les expériences passées. Et c'est vrai que j'adore, moi, m'asseoir à côté de ma mère et ma grand-mère et qui me racontent les histoires. Mais ouais, et ça dure des heures. C'est génial. Ça dure des heures et t'es là, et des fois, je me dis, on devrait, des fois, j'y pense, je me dis, je devrais enregistrer pour le faire entendre à mes enfants parce que justement, bon, déjà, j'ai une mauvaise mémoire. Et que en plus, les gens sont pas éternels et que j'aimerais trop qu'ils puissent entendre ma grand-mère raconter ce que sa mère a vécu. Enfin, en fait, c'est des histoires qui sont pas si lointaines que ça. Non, pas du tout. Pas si lointaines. Et puis c'est pas pareil quand c'est quelqu'un qui l'a vécu qui te le raconte. Exactement. Que quand c'est toi-même qui le raconte. Oui, tu savais que ta grand-mère elle a vécu ça. Mais c'est digne de film. Mais c'est digne de film. Parfois t'as des scénarios, tu dis waouh, et tu restes comme ça juste à écouter tellement. À la fois ça paraît gros, mais à la fois tu sais que c'est la vérité, c'est la réalité, c'est ce qu'ils ont vécu. Et puis tu vois maintenant dans l'état d'esprit dans lequel ils vivent maintenant, c'est qu'ils sont en paix, ils sont bien. Exactement. Malgré tout ce qu'ils ont vécu. Enfance, on a vraiment pas eu les mêmes combats. Moi, ma mère, la pauvre, elle a grandi en Algérie à l'époque du terrorisme. Et c'était vraiment pas la même vie. Quoi. Non, ça n'a rien à voir. voir. Elle me le raconte aujourd'hui, je savoure d'autant plus la liberté de vivre, quoi. Et j'ai l'impression, super intéressant. Et j'ai l'impression qu'on porte aussi ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on doit aussi travailler doublement en tant qu'immigré quand on est ici en France. C'est parce qu'on sait que nos parents font des sacrifices quand ils changent de pays. C'est comme si on devait vraiment les rendre heureux et fiers parce qu'ils ont quitté tout ça pour nous rendre, tu vois, pour nous donner cette vie-là. Là, tu vois. Déjà on porte le poids de faut qu'on réussisse en fait. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens, en fait on a tout pour réussir, c'est-à-dire que eux des fois ils avaient pas de quoi se nourrir, ils avaient des toits sur la tête des fois qui n'en étaient pas vraiment, donc nous en fait à cette comparaison-là, on a tout pour réussir, donc on a intérêt de réussir. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on se charge d'une nouvelle mission, c'est de rendre en fait ce qu'on nous a donné. C'est-à-dire que super, en France, on a réussi à avoir des bonnes choses, etc. Et des fois, j'ai envie de rentrer au pays et de faire bénéficier en fait de tout ce savoir-là. Et on le voit de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes adultes, de jeunes familles qui reviennent dans leur pays d'origine pour construire de nouvelles choses. Et c'est vrai que je le comprends parce que je me dis, ils ont quitté là-bas pour nous donner une meilleure vie et que nous, on a envie d'aider ceux qui sont restés là-bas en fait, faire comme un cercle vertueux. Ouais, quoi. c'est ça. C'est vrai, donc des fois c'est un poids qui est lourd à porter, mais des fois c'est vraiment une richesse quand même. Moi je trouve que c'est une richesse, c'est plus vraiment qu'un une poids, richesse. franchement. Il y a des moments, oui, ça peut être un poids parce que voilà, on porte plein de choses. Mais en fait, je vois ça tellement d'une manière positive, tu vois, juste notre double culture, le fait qu'on parle deux langues, qu'on puisse comprendre deux langues, qu'on ait aussi deux maisons, entre guillemets, tu vois. On peut voyager quand on veut, tu vois, tu m'as dit que t'allais partir là bientôt en Algérie. Moi, peut-être que c'est pareil, je vais bientôt partir, j'ai ma famille là-bas. Alors oui, il y a des choses qui font que, la séparation et tout. Moi, à un moment donné, j'étais hyper nostalgique de tout ça. Moi, j'ai un parcours un peu plus différent parce que je suis née là-bas en Algérie et je suis venue ici en France. Mais malgré tout, tu vois, genre, je suis hyper en accord avec ça, tu vois, genre, je kiffe et j'adore les opportunités que me donne la France, mais j'adore aussi retourner là-bas et voir toutes les opportunités comme offre aussi l'Algérie, tu vois. Aussi, c'est vrai que moi, je me sens privilégiée et je pense que tu vas me comprendre, c'est que j'ai une famille qui a cherché quand même à me lier avec mes racines. Quand je retourne en Algérie, je connais ma famille, je parle arabe, enfin derja, c'est-à-dire
Le langage local. Voilà, le langage local, pas l'arabe littéraire. La derja, donc on se comprend. J'ai un peu les codes là-bas, donc oui, ils m'appellent l'immigré, c'est écrit sur mon front, mais j'ai quand même les codes qui font que je m'intègre bien et que j'aime bien être là-bas. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui malheureusement n'ont pas eu cette chance-là. C'est vrai. Par exemple, moi, mon mari, ses parents ne lui ont pas transmis la langue arabe, justement pour qu'on va dire il s'intègre mieux. Et il y a plein de parents qui ont fait ce choix-là, qu'on peut comprendre. Et du coup, on a des enfants aussi qui sont en recherche en fait d'apprentissage. On voit beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux aussi qui essayent de retourner dans leur pays d'origine pour comprendre un peu d'où ils viennent et tout. Donc moi, je me sens privilégiée sur ce niveau-là. C'est vrai que maintenant, quand je retourne en Algérie seule en tant que jeune adulte, je me sens à l'aise, quoi. Mais ouais, mais parce que tu sais quoi, pour revenir à ces jeunes, tu sais, qui n'ont pas forcément été là-bas et qui connaissent pas leur famille, j'ai l'impression, parce que moi je l'ai un peu vécu à un moment donné, où j'allais plus trop en Algérie, j'avais, je pense 7 ans, j'avais pas été. Ah ouais. Et en fait, quand t'as cette double culture, en fait, il y a vraiment un moment donné, tu te rends compte qu'il te manque un truc. Il y a un vide en toi qui doit être comblé. Il y a vraiment un vide qui doit être comblé et tu sais que c'est seulement en allant là-bas, en allant sur tes terres d'origine, en allant voir tes ancêtres, en allant voir peut-être ta famille, tes cousins et tout, que tu vas récolter ça, tu vois, que tu vas retrouver une partie de toi. Il y a un truc, je pense que c'est inexplicable pour quelqu'un qui n'a pas une double culture. On parle de nous, maghrébins, mais ça peut être des asiatiques, peut être des latinos, peu importe, tu vois. Peu importe le pays. Mais il y a une part en toi qui manque vraiment et c'est pour ça que on est, je pense, attiré. Genre c'est comme un magnétisme, tu vois, t'es attiré vers tes origines. T'as besoin de comprendre, T'as besoin de comprendre d'où tu viens, tes racines, pour mieux bâtir, tu vois. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la phrase de on peut pas savoir où on va si on sait pas d'où l'on vient. Exactement. C'est qu'en fait, on a besoin d'un ancrage. Et c'est pour ça que moi, c'était assez une évidence dans ma démarche artistique, en fait, de revenir à ça. C'est qu'en fait, j'avais envie de partager mes découvertes. C'est-à-dire au fil de la découverte de mon histoire qui va se faire sur une vie entière. Parce qu'à différents stades de la vie, je vais comprendre de nouvelles choses, il y aura plein de choses qui vont émerger. Et ben, j'ai envie de le partager pour que ça résonne auprès de personnes qui, pareil, en fait, sont dans la même quête. Et vraiment maghrébins ou pas, en fait, parce que c'est le même parcours. Comprendre d'où l'on vient, et comprendre comment ça va venir nous permettre de nous ancrer en nous-mêmes en fait. Et justement c'est ce que j'essaye de transmettre à travers mes œuvres pour que en fait les gens s'interrogent ensuite sur leur propre parcours en fait, sur potentiellement renouer des liens avec ces racines-là, venir mettre un peu de lumière sur leur histoire pour qu'en fait ils se sentent mieux ancrés en eux-mêmes, être plus complets en fait, c'est ce qu'on disait. Ou ça peut être juste des personnes qui peuvent être curieuses aussi de d'où tu viens, du pays d'où tu viens, et peut-être que ça a fait aussi porte ouverte à un nouveau pays, de nouveaux paysages. Exactement. Et ça attise la curiosité. Ouais, la curiosité sur ces cultures-là, justement, je parlais des Amazirs. C'est vrai que c'est super important aussi d'éduquer les gens sur les termes appropriés, sur l'importance des cultures, sur l'importance de l'histoire, parce que évidemment la France et l'Algérie partagent une histoire commune qui est assez compliquée, donc c'est hyper important, je pense notamment pour la tolérance, d'avoir des témoignages hyper positifs sur qu'est-ce que ça nous a apporté. Moi je trouve que c'est hyper important. Et pareil, si jamais plus tard je suis amenée à vivre dans un autre pays, encore un tierce pays, et ben mes enfants ils auront peut-être une triple nationalité. Ça serait incroyable. C'est hyper important, je pense, je trouve ça génial, de garder un petit peu de chacune de ces étapes là. Totalement. Et puis voilà, pour encore continuer la transmission en fait. Je pense que la transmission c'est hyper important. C'est très très important et j'adore cette phrase de transmission. Je pense que ça va être un petit peu le mot de la fin de cet épisode, de transmettre, et c'est aussi l'ambition finalement de ce podcast, c'est d'inviter des personnes qui ont un passé, un présent assez riche, qui sont là aussi à le transmettre, et le transmettre aussi à travers le podcast en présentant des profils comme le tien. Et je vais finir par une phrase que j'aime bien. Dis-moi. C'est le fleuve n'est fidèle qu'à sa source que s'il se jette dans la mer, je crois. En gros, c'est l'idée qu'on est fidèle à son passé qu'en regardant vers le futur. C'est beau ça. Ouais, j'aime bien. Oh, j'adore. Du coup, il faut continuer à regarder tout droit et à avancer. Et avancer, toujours avancer. Voilà, comme et ben queens. Super. Ouais, grave, comme des queens. Comme des queens. Merci Amina pour cet épisode, pour ta présence et d'avoir accepté l'invitation. Ouais, trop cool. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous a plu, à le partager également. Je vais vous mettre toutes les coordonnées en bas là pour suivre ce que fait Amina, Mina Workshop. Ouais. Et voilà, n'hésitez pas à partager tout ça et puis à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcasts et également sur YouTube. Je vous dis à bientôt. Bye. Bye bye.